Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, favoriser l'émergence du continent. Ce fut le thème central autour duquel s'est articulé le Rebranding Africa Forum de ce 18 octobre à Bruxelles. Parmi les stratégies de développement émises, la dynamisation du secteur privé. 42 jours sans nouvelle infection, victoire pour le Nigeria. Le pays a été déclaré sauf du virus Ebola. Nous verrons dans cette édition comment les autorités du pays sont parvenues à stopper la chaîne de contamination. Et au Maroc, la première centrale thermosolaire entrera en fonction en 2015, baptisée Nour 1. La centrale de Ouarzazate s'inclut dans un vaste projet de développement de l'énergie solaire d'un coût de 7 milliards d'euros. Mais tout d'abord, le président soudanais Omar el-Béchir a été réélu ce mardi numéro 1 du Parti du Congrès national par 266 voix sur 522 face à 4 candidats, un poste qui lui permet de se présenter à sa propre succession. Pour rappel, les élections présidentielles et législatives prévues en avril sont les deuxièmes depuis son arrivée au pouvoir au Soudan, soit depuis 1989. Favoriser l'émergence du secteur privé pour permettre aux petites et moyennes entreprises de contribuer durablement à la croissance, c'est une des politiques privilégiées sur le continent. La contribution du secteur privé est en effet loin d'être négligeable pour les économies nationales. C'est pourtant un secteur confronté à de nombreux obstacles, notamment celui du financement. Ibra Radindiaï. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises structurent l'économie africaine. Elles constituent en moyenne 80% des entreprises du continent, dont le développement pour les prochaines années passe nécessairement à travers les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industrielles. On peut dire clairement qu'il n'y a pas de développement sans secteur privé. Sans vous et moi, sans les consommateurs, les ménages, les producteurs, l'entreprise privée, les investissements privés et également la femme dans la place de la société, on n'a pas de développement. On ne peut espérer aller vers un développement. Mais ce développement, il doit être contributeur d'une croissance économique. Autrement, il n'a pas de sens. La simplification des procédures de création d'entreprises dans la majorité des pays a créé les conditions favorables à l'entrepreneuriat, mais reste toujours posée la problématique de l'obtention des fonds indispensables au démarrage des activités. Le problème de financement par les banques des PME, PMI reste problématique dans la plupart de nos pays. Je pense que les grandes entreprises ont également un rôle à jouer parce que les grandes entreprises travaillent généralement avec une multitude, enfin beaucoup de petites et moyennes entreprises. Donc elles peuvent d'abord dans un temps essayer d'orienter les projets des PME qui collaborent avec eux et leur apporter un soutien auprès des banques pour qu'elles puissent trouver les financements dont elles ont besoin. Le parcours du combattant que connaissent les porteurs de projets pour le financement de leurs activités est en effet symptomatique des carences de nos systèmes d'appui à l'initiative privée. Un vrai paradoxe quand on sait que c'est le secteur privé qui favorise le plus la création d'emplois. Mettre en place des mesures d'accompagnement aux entrepreneurs dans leurs projets de création d'entreprises contribuerait à jeter les bases d'une émergence économique pour le continent. Les 2 tiers de la population du continent ont moins de 30 ans. Cette réalité démographique pourrait faire de l'Afrique dans les 10 prochaines années le continent ayant la main-d'œuvre la plus nombreuse, et ce devant l'Asie. Cette réalité implique de nombreux défis, dont ceux de la formation et de l'emploi. Ibra Radindiaï. Selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail, le taux de chômage en Afrique en 2013 est de 10,3%. Première victime, les jeunes ayant moins de 30 ans. Ils représentent 60% de l'ensemble des sans-emploi africains. Une situation préoccupante qui fait aujourd'hui partie des priorités des gouvernements africains. À Addis Abeba en 2009, les chefs d'État africains ont d'ailleurs pris la décision de mobiliser des ressources en faveur de la promotion de la jeunesse. Mais l'urgence serait de résoudre l'équation des jeunes diplômés qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. L'Afrique produit beaucoup de diplômés. Et on dit que dans la prochaine décennie, chaque année, nous aurons à peu près 11 millions de diplômés qui arrivent sur le marché. Premier constat. Deuxième constat, c'est que nous avons soi-disant la plus forte croissance économique, et on dit la dernière frontière. Et paradoxalement, c'est le continent où le nombre d'emplois qu'on crée chaque année est le plus faible, proportionnellement à la croissance. Et troisièmement, c'est le continent où on a un secteur privé qui était naissant il y a quelques années, qui aujourd'hui doit se confirmer
mais ne se transforme absolument pas en création d'un tissu économique extrêmement diversifié avec des entreprises qui embauchent tous ces jeunes qui sortent des universités. Donc c'est vraiment le continent des paradoxes. Le continent semble donc faire face à un double défi, trouver rapidement les moyens de résorber à court terme le chômage qui frappe les jeunes en l'occurrence. Le deuxième défi est de redéfinir des systèmes éducatifs réellement authentiques qui fait face du développement réel du continent à la finalité de toute formation. Sur les bacheliers que nous produisons qui vont à l'université, 80% vont dans les humanités, sociologie, politique, sciences politiques, anthropologie. C'est pas mal, mais nous sommes à une période à laquelle il faut qu'on rééquilibre, sinon changer, inverser cette statistique, ces données statistiques. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que les sciences mathématiques s'appliquent à tous les secteurs de la vie. On n'aurait jamais pu fournir aujourd'hui, développer en médecine les soins de cancer, la chimio adaptée, sans les équations aux dérivés partiels. Sans les calculs, on ne serait pas dans ce bâtiment. Et j'implore les dirigeants africains, et nous tous dans cette salle, que nous devrions développer un message qui parle des sciences beaucoup plus. Chaque année, le marché de l'emploi africain accueille des milliers de jeunes diplômés. À l'horizon 2020, ils seront plus de 10 millions à sortir des universités. Un défi majeur qui impose désormais au gouvernement des programmes et initiatives à l'endroit de la jeunesse. 1000 survivants d'Ebola. Les centres de traitement de Médecins sans frontières, très actifs dans la lutte contre le virus, ont admis plus de 4500 patients dans leurs centres de soins. Parmi eux, plus de 2700 ont été confirmés et plus de 1000 ont survécu. Une belle victoire, pleine d'espoir. Et autre victoire, c'est celle du Nigeria qui n'est plus touché par Ebola. La maladie aurait été vaincue dans le pays et l'OMS a ainsi annoncé la fin officielle de l'épidémie au Nigeria. Un soulagement pour les populations nigérianes, mais aussi pour tout le continent qui prend conscience qu'Ebola n'est pas une fatalité. L'OMS a par ailleurs salué le dispositif mis en place par les autorités nigériennes pour mettre un terme à la chaîne de contamination. Afolake Oyinloye et Khadija Sfar. 42 jours sans nouvelle infection, soit 2 fois la durée maximum d'incubation du virus. Voilà une nouvelle qui soulage le Nigeria et tout son système sanitaire. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé, qui salue l'efficacité du dispositif mis en place par le pays dans sa lutte contre la fièvre hémorragique. Il faut dire que le Nigeria possédait déjà un système de santé suffisamment robuste avant que l'épidémie ne se déclare. Le virus est parti pour l'instant, l'épidémie a été vaincue. C'est une histoire spectaculaire qui montre que le virus Ebola peut être contenu. Nous avons gagné une bataille, la guerre ne se termine que lorsque l'Afrique de l'Ouest sera déclarée indemne de la fièvre Ebola. Sur 20 cas déclarés, 12 ont été traités et entièrement guéris. Pour les survivants, un nouveau défi se présente. S'il y a quelque chose que le gouvernement fédéral peut faire en particulier, ce serait en termes de stigmatisation. Il a un long chemin à faire au sein même de l'entreprise, les études, la famille, etc. Pour l'OMS, la réussite du Nigeria doit encourager les autres pays touchés à redoubler d'ardeur dans la lutte contre le virus. Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée sont les pays les plus touchés, avec déjà plusieurs milliers de décès. Et à noter que selon le dernier bilan publié par l'OMS à la date du 13 octobre, l'épidémie d'Ebola a fait 4555 morts sur 9216 cas enregistrés. La première centrale thermosolaire du Maroc entrera en fonction en 2015. Basée dans la ville de Ouarzazate, la centrale baptisée Nour 1 est au cœur de la stratégie énergétique du royaume qui accorde une priorité au développement des énergies renouvelables et au développement durable. À terme en 2020, l'État marocain ambitionne de produire 2000 MW d'énergie solaire. Diarra Ndiaye et Henenfer. La première centrale thermosolaire du Maroc entrera en fonction en 2015. Les progrès du chantier du parc de Ouarzazate devraient permettre à la centrale Nour 1 de devenir opérationnelle en 2015, comme le projet le prévoyait. Le Maroc est amené à diversifier ses sources énergétiques, en ce sens où il s'achemine vers 40% de ses besoins en énergie renouvelable contre 5 à 5% actuellement. Ce qui fait que le Maroc a tout intérêt
à développer de nouvelles sources d'énergie. Le solaire en fait partie évidemment dans la mesure où c'est un pays qui connaît un temps, je dirais, propice à la réception de rayons solaires pour les panneaux solaires. D'un montant de plus de 600 millions d'euros, cette première centrale thermosolaire doit permettre de générer 160 mégawatts. Le Royaume entend disposer à terme de 5 parcs solaires. Un exemple que d'autres pays africains suivront dans les prochaines années, comme nous l'explique notre éditorialiste Camille Sari. Bien sûr que le Maroc peut donner l'exemple, et non pas seulement il doit donner l'exemple, mais il doit peut-être aussi coopérer avec ses voisins. Moi, je suis un partisan pour un plan énergétique non renouvelable à l'échelle de toute l'Afrique du Nord, mais cette expérience, ce potentiel, une fois développé, il pourra s'appliquer à l'ensemble du continent africain. Nous savons également que la rentabilité de tels projets ne peut être que si c'est opéré de façon massive à une grande échelle. C'est pour ça que ces technologies, ce savoir-faire, il ne peut être rentable à terme que s'il se fait aussi avec d'autres pays de la région. Le projet marocain de l'énergie solaire vise la mise en place en 2020 d'une force de production électrique à partir de l'énergie solaire d'une capacité totale de 2000 MW sur 5 sites. Ce programme augmentera la part de l'énergie solaire dans la capacité électrique totale à 14% à l'horizon 2020 et évitera l'émission de 3,7 millions de tonnes de CO2 par an. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.